Chers amis, bonjour. Donc, les Amis de la Liberté continuent leur activité d'éducation culturelle populaire. Avec les contraintes de la crise sanitaire, nous utilisons donc tous les moyens, des textes comme celui d'Edgar Morin qu'on a passé, Pénervis, qui poussent à réflexion. Dans l'attente de reprendre nos conférences en salle publique, nous poursuivons nos séances vidéo. Après la conférence de Robert Charvin, ce soir nous vous proposons le Brésil de Bolsonaro, j'y reviendrai. Donc on aura aussi une séance avec Bernard Friot, sociologue, économiste, reprendre un peu le thème la sécurité sociale, mais on doit affiner son sujet. Il y aura aussi donc sur l'école et la crise par Daniel Amédro. Là aussi on donnera des précisions à l'ensemble de nos amis. Si tout va bien, le 27 août 2020, on aura une conférence publique, mais en prenant les précautions nécessaires, sur le Tour de France par Jean-Emmanuel Ducoin, journaliste de l'Humanité qui a suivi pendant une trentaine d'années les Tours de France. L'on prévoit pour l'automne des thèmes l'Algérie d'aujourd'hui avec Bernard Stora, les risques d'une guerre nucléaire, psychanalyse et politique, le choix de la défaite, les pouvoirs de l'esprit, le sixième sens en action par Henri Brock. Nous avons un programme bien étoffé, et ainsi la reprise des séminaires que nous avons dû interrompre à cause de la crise sanitaire. Donc voilà un peu, on a prévu aussi de faire une conférence générale, une sorte d'assemblée générale de tous nos adhérents pour les solliciter à un échange sur notre programme et puis s'ils ont des idées. Donc ça pourrait se faire peut-être le 23 septembre, bien entendu, si toutes les conditions sont réunies pour ne pas prendre de risques. Donc ce soir, donc avec Tatania Fonseca Oliveira, donc qu'on connaît déjà au séminaire, docteur en sociologie à l'Institut de philosophie et sciences humaines de l'Université d'État de Campinas au Brésil. Une partie du doctorat a été préparée à l'Université d'Urbino sous l'égide de Domenico Losurdo, professeur à l'Université de la Côte d'Azur, section portugais. Dernière publication, Antonio Gramsci et la Révolution socialiste, la philosophie de la praxis des manuscrits de prison à la lumière des problèmes de la Troisième Internationale, dans l'édition L'Harmattan 2017. Le Brésil dans le tourbillon de la crise structurelle du capital, donc contre-temps, revue de critique communiste, août 2019. Donc juste, on peut affirmer que dans le Brésil, d'après le coup d'État de mars 2016, aussi bien que dans le Brésil de l'actuel président néofasciste Jair Bolsonaro, une grande partie des pauvres et des travailleurs se retrouvent dans la boue ou sont assassinés chaque jour, en nombre effrayant. Surtout les travailleurs pauvres et noirs qui peuplent de manière prépondérante les favelas. La violence, le chômage ont commencé à augmenter de façon éclatante au Brésil et cela vient s'ajouter à l'actuelle crise du Covid-19. En revanche, nous ne défendons pas ici l'idée que le Brésil aurait pu, avec des gouvernements successifs du Parti des travailleurs, mettre en place un régime d'accumulation, mais ça, Tatania va bien nous expliquer à ce sujet, donc régime d'accumulation cohérent et durable, et être ainsi en mesure de maintenir ses politiques sociales à long terme. Nous ne partageons pas l'idée que le Brésil avait développé avec Lula et Dilma Rousseff un État post-libéral, comme le disent certains économistes brésiliens. Une action étatique de type keynésien, bien que plus efficace pour répondre à certaines revendications de la société, ne peut pas inverser la crise et garantir le développement social pour tous. Mais je ne vais pas vous faire la conférence, Tatania va nous expliquer mieux que moi. Donc la parole à Tatania et je vous laisse toute seule. Merci. Je continue là. Ok. Alors voilà, justement, comme j'avais soulevé la question, les gouvernements du PT, c'est entre les années 2003 jusqu'à 2016 qu'on a eu le coup de mars 2016 contre Dilma Rousseff.
pendant cette période, bien sûr, il est indéniable que, pensant ce gouvernement, les Brésiliens ont des sensibles améliorations de leur qualité de vie. Beaucoup de gens sont sortis de la pauvreté, de la misère absolue. Il y a une amélioration, on aide la population à faible revenu. Et sa popularité de Lula a pu faire que Dilma Rousseff, sa successeur, a pris le pouvoir et ensuite a essayé de continuer pendant presque 15 ans le pouvoir au Brésil à travers le gouvernement PT. Par contre, je me suis posé la question, à partir des auteurs que j'ai lus, des discussions qui sont faites au Brésil, c'est rien d'original, mais ce sont des pensées dans lesquelles je partage, d'accord? Surtout à partir de la pensée de Mésaros, qui c'est l'auteur que j'ai exposé ici. J'ai eu le plaisir d'exposer l'année dernière un peu sa pensée. Et penser à Mésaros, à certains professeurs au Brésil, je peux élaborer un peu. Et bien sûr, je connais bien l'histoire de mon pays, je donne des cours sur mon pays à l'université. Je me sens à l'aise pour parler du Brésil. Et justement, comme elle a colloqué, pourquoi les périodes du gouvernement PT n'étaient pas un état post-libéral. En effet, dans le gouvernement de Lula et de Dilma Rousseff, l'État était l'acteur social le plus fort, mais pas du tout post-libéral. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et la bourgeoisie nationale, pendant le gouvernement de Lula, elle-même dit, s'enrichissait énormément. Et a bénéficié d'une richesse, bien sûr, plus supérieure à la classe populaire. En plus, ce développement économique qui c'était possible à l'époque de Lula, elle était bien conjoncturelle. Avant Lula, on a passé, après la dictature militaire, il y a la décade de 80 et 90, on a eu une période de complète détresse. L'économie stagnait, voilà, c'était les décennies perdues qu'on appelle ça. On commence à remonter, à partir de FHC, on commence à avoir un équilibre de la monnaie et le Brésil a commencé à partir de la complexification des parcs industriels, de la multinationale qui rentre en masse au Brésil. Et surtout, avec Lula, surtout à l'époque qu'on appelle boom des commodities, aussi boom de la secteur primaire, secteur agraire. Non? À partir de la Chine et des multinationales, on a pu énormément exploiter le Brésil et surtout l'Amazonie. Hein? Et les programmes terribles, ça c'est une honte pour les gouvernements PT, c'était les programmes de Montebello, c'est une idée drélette de Montebello qui a fait disparaître des indigènes. C'est pas une nouveauté, ça vient déjà de la construction du Belo Monte dans l'Amazon. Et cette boom de commodities a vraiment pu, le Brésil a sorti en période vraiment a eu une expansion économique. Le PIB vraiment a augmenté, explosé au Brésil. Il y a une conjoncture, on a trouvé des ressources, la Petrobras grandit énormément, etc. Il y a eu on peut dire, cette bourgeoisie nationale du agrobusiness et aussi la multinationale liée au capital international qui exploite énormément non seulement la matière première au Brésil, mais aussi la main-d'œuvre brésilienne qui est douce et pas chère. Ça augmente énormément le capital international derrière. Et cette accumulation est déjà une accumulation de l'ère néolibérale du capital dans l'époque de Lula. Et au-delà de toute la question qu'à un certain moment le pacte social va éclater parce que Lula fait des accords énormes avec le Bradesco, Fiesp, Odebrecht, c'est ce qu'on appelle
pot de vin. Je pense que c'est comme ça, le pot de vin, que c'est pas nouveauté au Brésil, parce que ça, le pot de vin, à l'époque des dictatures aussi, a toujours eu. Et c'est scandaleux parce que justement, c'est dans ce processus de corruption très présente que la bourgeoisie garde ses intérêts à travers l'État. C'est pour ça d'ailleurs que le coup d'État est venu. Michel Temer il sort de son milieu quand il a pris le pouvoir après le coup d'État. Mais bien sûr que le problème qui se colloque, c'est justement pourquoi les gens qui auparavant étaient bénéficiés pour toute cette politique sociale, pour les programmes Minha Casa Minha Vida, les gens qui sortaient de la misère, qui avaient à manger, aller à l'école, aujourd'hui s'y retrouvent une autre fois, malheureusement, dans la mort, la violence est énorme au Brésil. Malheureusement, c'était à partir de Dilma Rousseff, je parle de ça, c'est une tristesse de dire, mais qu'il y a l'intervention militaire dans la favelas, et c'était approuvé, des tanks rentrent dans la favelas, elle peut, comme aux États-Unis, je ne sais pas dire ça en français, exécution sommaire. S'ils pensent que quelqu'un voleur quelque chose, il peut tuer immédiatement. C'est vraiment très violent, très violent. Vous ne pouvez pas imaginer des enfants morts, des gens innocents tout le temps, et c'est affreux la situation. Et cette amélioration qui était accordée, on a vu tout ça crouler. Et alors, certains partis, beaucoup d'intellectuels au Brésil, même comme ça, ils croient vraiment dans le développementisme au Brésil. Ça veut dire, même comme ça, pour eux, ce n'est pas possible une autre forme de sociabilité. C'est nécessaire, et prend l'État, l'action de l'État est très importante, il faut perfectionner la démocratie, c'est possible, voilà. Pour eux, c'est possible humaniser au capital, et pourtant l'État qui se sent ontologiquement lié au capital, pour eux, c'est la façon d'améliorer la situation. Ils pensent que c'est possible encore, cette possibilité, et ça est partagé pour une grande partie, malheureusement de la gauche, à droite, en croyant dans l'État comme cette institution qui quand même peut perfectionner la démocratie. Tout le monde pense aujourd'hui que c'est la démocratie qui s'est en vertige, elle est menacée, etc. Mais les pays plus démocratiques, moins démocratiques, les binômes, il ne faut pas penser à ça. En vérité, le pays, c'est la crise du capital qu'engendre la crise de la démocratie. Les pays qui souffrent plus de la crise économique sont ceux qui vivent des dictatures. La démocratie, elle est en menace quand la crise commence à devenir aiguë. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui au Brésil. Ce n'est pas par hasard qu'un gouvernement proto-fasciste comme Bolsonaro est allé au pouvoir maintenant au Brésil. Un monsieur qui parle publiquement en défense de la dictature militaire, fondamentaliste, évangélique, une horreur, vous ne pouvez pas imaginer. Et lui personnifie vraiment les intérêts du capital dans tout le sens de l'ère néolibérale, ça veut dire l'austérité budgétaire, les coupures de la santé, et les systèmes de santé aussi qui étaient créés pratiquement par Lula et Dilma, que c'était un système de santé important pour le Brésil, était détruit maintenant. Ça veut dire qu'on va arriver à 200 000 morts de Covid au Brésil. Ça va être plus loin que les États-Unis, certainement. Et toutes les politiques sociales commencent à être détruites. La retraite, tout ça, toutes les réformes, la classe travailleuse au Brésil vraiment est massacrée maintenant. Vraiment comme un citron, elle est pressée comme un citron maintenant. C'est vraiment catastrophique. Alors, voilà, je saute un peu l'histoire du Brésil, sinon je vais aller très loin. Je suis combien déjà? Je peux continuer un peu encore. Oui. Alors, le Brésil, dans son histoire, à partir des années 50, il commence à avoir un rapport
on pourrait dire un rapport de promiscuité avec les capitales étrangères. Il y a eu à partir des années 50. Quand la dictature s'impose à partir de vraiment un gros soutien des États-Unis, hein, tout le monde le sait que l'Amérique latine c'était voilà. Et l'intérêt énorme de continuer à exploiter le Brésil et avoir toutes ces griffes au Brésil. Alors, dans cette époque-là, cet endettement du Brésil à partir de la Banque des États-Unis, de l'Europe, commence à augmenter. Les capitales étrangères entrent en masse au Brésil à partir des années 60. Les ouvertures du commerce, etc. Voilà. C'est une époque qu'il faut considérer, dans les années 50-60, que toute l'Europe et les États-Unis avaient l'intérêt de faire des prêts pour accumuler des capitales de façon facile, parce que l'industrie financière n'est pas la production directe des industries, de la production de richesses, mais elle a la spéculation, fait de l'argent très facilement en prêtant, en recevant des profits, etc. Et pendant les années 60 jusqu'à la fin des années 70, le Brésil, à l'époque de la dictature, beaucoup de répression. Il y a une exploitation énorme de plus-value absolue et relative au Brésil. Et il y a une construction énorme de plusieurs industries entreprises de l'État. Petrobras a été créé, beaucoup d'hydroélectriques, de boissons, beaucoup beaucoup de aval de Rio Doce, plus grande entreprise a été créée. Voilà. Et là, justement, pourquoi j'ai parlé de ça? J'étais où? Voilà, j'ai repris un peu de l'histoire du Brésil, exactement. Et à partir de... je sais pourquoi, parce qu'à partir de la fin de la dictature, le Brésil, quand c'est dans les années 70 déjà, le monde commence à avoir la crise du pétrole. Et les Brésiliens, les dictateurs, ils ont comme programme économique politique l'idée que le Brésilien enrichisserait tellement qu'il pourrait administrer la dette. Mais à la fin des années 70, déjà configuré de pouvoir, elle est tombée en genoux, elle est due, comme les pays des Afriques après toute la guerre civile, ont dû demander d'aide au FMI, le Fonds monétaire international. Complètement. Après est venu les deux dettes de décennies qui se passent, de l'ouverture démocratique, et après le gouvernement de décennies après du 21e siècle, voilà, le commencement du gouvernement du travail du PT. Hein, quand justement il augmente, mais la conjoncture déjà complètement, on a un capitalisme complètement dépendant, ce qu'on appelle dépendante. On n'a jamais été autonome, on n'a jamais eu une souveraineté nationale. Aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté pour vous, parce que vous aussi, on a plus de nationales, des industries nationales, on est tout lié. Le capital, elle est international. Hein? Mais pour nous, on vit ça il y a longtemps déjà, cette dépendance du capital international, c'est la promiscuité entre capital national et international, déjà. Et justement, c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans le jour de nos jours, on vit, à partir de 2008, voilà, où là était au pouvoir, on va sentir la crise de 2008 plus fortement au Brésil, 2012-2013, que la crise du pétrole. Et là, va commencer les choses à écrouler déjà. Comme j'ai dit, déjà à la fin du gouvernement Dilma, beaucoup de manifestations, une crise de chômage énorme déjà, une insatisfaction énorme. Et quand s'y rompent les pactes sociaux. Et alors, il faut éliminer ces gens-là du PT, du syndicat, et maintenant on va reprendre le pouvoir, toute la bourgeoisie nationale et internationale, les intérêts de la grande banque, etc. Il faut renvoyer Lula à la César, l'endroit où vivaient les esclaves au Brésil. C'était absurde, la prison, comme vous savez, tout ça. Et justement pour continuer,
je vais juste, est-ce que je peux juste lire un morceau, juste voilà. Alors, la thèse des défenseurs de l'interventionnalisme keynésien ou de l'État soumis au pouvoir des travailleurs et de leurs représentants, selon laquelle il est possible d'inverser la tendance de la crise actuelle du capital par une meilleure utilisation de l'appareil de l'État, sur les plans politiques, juridiques, législatifs, militaires, etc., n'est pas cohérent. L'État et ses appareils ont toujours été fondamentaux dans les processus d'accumulation et d'expansion du capital. En effet, comme tous les néolibéraux disent, il faut que l'État soit minimum. L'État n'était jamais minimum. L'État, il rentre avec de l'argent, de liquidités pour sauver des banques, et un acteur très important, à partir du Keynes, c'était vraiment Keynes pensait à l'État, en s'inspirant même dans la Russie, comme c'est bien, pour faire une action d'y retourner et sortir de la crise. Il n'était jamais minimum, l'État. Expansion du capital. Si l'on y regarde de plus près pour tous ces courants, l'État est conçu comme une sphère autonome. Et tout serait question d'accroître ou de minimiser sa fonction à la crise actuelle. Cette croyance qu'il existe une séparation entre économie et l'État favorise exactement la dissimulation d'une exploitation du travail qui est la véritable source de la richesse par le capital. C'est pour ça que tout le monde était désespéré avec le Covid. Quand ça arrête tout le monde, ça arrête l'accumulation de capital parce qu'arrête l'exploitation du travail, la création de plus-value. Et là, elle ne peut pas, il faut accumuler. C'était la vertige des capitalistes, l'arrêt des travailleurs. Parce qu'il faut pédaler dans le vélo. Si on arrête, on tombe. Et c'est très important. Un tel concept reproduit, intensifie au lieu de surmonter l'antinomie justement entre liberté formelle et inégalité sociale réelle. Là, je reprends Marx à partir de mes âges. Voilà, moi aussi, je les Marx de 1843, 44 et ensuite. Toute cette discussion entre émancipation humaine et émancipation politique. Bien sûr, je ne défends pas ici qu'il ne faut pas défendre la démocratie, mais il faut voir comment le but ne peut pas être le perfectionnement de l'État et le perfectionnement, mais la surmonter l'État, surmonter la propriété privée. C'est impossible d'humaniser le capital, c'est impossible d'utiliser l'État. L'État représente toujours des intérêts de la classe dominante. Elle ne va jamais, surtout dans le moment de crise, faciliter la vie des travailleurs et donner des droits. À chaque fois de plus, on enlève les droits. Il augmente la répression. À partir du moment de crise aiguë, ça augmente. Ce n'est pas par hasard, tous les jours qu'ils perdent, les gilets jaunes perdent un œil, ici en France, etc. L'État a une action, justement, pour défendre la coupure de tous les droits. On a un rétrocès historique énorme aujourd'hui. Des modèles de la démocratie qui plus ou moins marchaient pendant 30 ans en France, qu'on appelle 30 glorieuses, mais qu'aujourd'hui on voit ça dérouler. Quand je parle avec mes amis, c'est bien là en France, tu es en France, c'est bien là, mieux qu'ici, etc. Écoute, ici ça écroule aussi. Tout ça commence à arrêter aussi, les droits commencent à finir aussi. Les welfare states est en train d'écrouler aussi. Alors, et jusque voilà, c'est que je défends justement que cette idée qu'il faut défendre, qu'on doit surmonter le néolibéralisme, je pense qu'il y a une limite. Parce que c'est sa forme néolibérale que le capital a pris, sa forme néolibérale. La lutte des travailleurs aujourd'hui doit être pour l'émancipation humaine, doit être pour l'émancipation, il doit être pour justement surmonter le capital et l'État. Ouvrir vraiment, ça c'est une chose, je pourrais faire toute une autre discussion de conférence, comme ça s'était développé pendant des décennies au XXe siècle, au XXIe siècle. À
partie de la gauche, de la droite, notre démarche, notre parcours. Comment on a abandonné cette voie de construire le socialisme en surmontant l'État. Mais on pense toujours que c'est impossible. Voilà. Merci. De rien. Plus ou moins parler, c'était possible.